Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de ce journal, Mahaman Ousmane rejette les résultats définitifs de l'élection présidentielle. L'opposant et candidat à la magistrature suprême conteste le verdict de la Cour constitutionnelle qui a validé la victoire de Mohamed Bazoum. Le leader du RDR Tchandji appelle à une marche pacifique sur l'ensemble du territoire. 53e session de l'UNECA, la Commission économique pour l'Afrique. Des ministres des Finances et hommes d'affaires sont réunis en séance virtuelle. Une session placée sous le thème industrialisation et diversification durable de l'Afrique à l'ère du numérique dans le contexte du Covid-19. Et l'entreprise chinoise Golden Leads en Gambie accusée de menacer les ressources halieutiques locales. Des déchets toxiques seraient rejetés dans les eaux de Gonjour. L'ONG Greenpeace demande au gouvernement de suspendre les activités de la société. Mais tout d'abord, le président congolais Denis Sassou Nguesso réélu dès le premier tour. Le chef de l'État candidat à un nouveau mandat a obtenu 88,57% des voix selon les résultats provisoires de la commission électorale. Des résultats annoncés par le ministre de l'Intérieur Raymond Zéphirine-Boulou. Le président Denis Sassou Nguesso devance largement l'opposant Guy Brice Parfait Kolela, décédé ce lundi. Il entamera ainsi son quatrième mandat consécutif à la tête du Congo. Dans l'actualité également, le militant tchadien Mahamat Nour Ibedou, secrétaire général de la Convention tchadienne pour la défense des droits humains, a été libéré après 3 jours de garde à vue. Le procureur a estimé que l'infraction n'était pas constituée. Mahamat Nour Ibedou avait été arrêté le 20 mars dernier en marge d'une manifestation de l'opposition et de la société civile. Une protestation contre un éventuel 6e mandat du président Idriss Déby Itno qui avait été interdite par les autorités. Au Niger, Mahaman Ousmane n'entend pas accepter les résultats de l'élection présidentielle. L'opposant et candidat conteste la victoire de Mohamed Bazoum, validée désormais par la Cour constitutionnelle. Un verdict que rejette Mahaman Ousmane, qui appelle ses partisans à une marche pacifique à travers le pays. Reportage de notre correspondant Adolé Mokhtar. Mahaman Ousmane rejette le verdict de la Cour constitutionnelle. Le candidat de l'opposition conteste les résultats définitifs du second tour de l'élection présidentielle qui ont été proclamés par le juge électoral. Se basant sur une série de griefs dans la procédure au niveau de la haute cour et des irrégularités lors du scrutin, Mahaman Ousmane s'est prononcé sous la pression des militants survoltés qui se sont massivement regroupés à son domicile, exigeant une réaction de l'opposition. La notification pour dépôt de nos observations, qui constitue une violation de la procédure d'instruction prévue par les articles 105 à 111 du Code électoral, le refus d'auditionner les témoins oculaires, les substitutions des vrais membres des bureaux de vote par des nouveaux qui n'ont pas prêté serment, la précipitation de la proclamation des résultats définitifs le 21 mars 2021 avant la date butoir du 26 mars 2021. Dans sa sortie médiatique, le candidat de l'opposition a souligné que c'est au vu de toutes ces violations des dispositions de la Constitution et du Code électoral par la Cour constitutionnelle et du choix massivement porté par le peuple en faveur de sa personne que l'opposition a décidé de prendre ses responsabilités. Nous demandons conséquemment au peuple nigérien souverain, sans délai, de se mobiliser comme un seul homme dans la fraternité et la cohésion nationale pour défendre sa souveraineté à travers une marche démocratique, pacifique sur l'ensemble du territoire national et faire échec par tous les moyens de droit à cette tentative d'usurpation du pouvoir, au corps constitué et aux forces de défense et de sécurité de soutenir la lutte du peuple nigérien et de n'obéir à aucun ordre manifestement illégal et de surcroît donné
par une autorité elle-même illégale et illégitime. Rappelons que c'est le dimanche 21 mars 2021 que la Cour constitutionnelle a validé l'élection de Mohamed Bazoum, candidat du parti au pouvoir et dauphin du président Issoufou Mahamadou en fin de mandat. Une élection toujours contestée par l'opposition qui assure que c'est son candidat Mahaman Ousmane du RDR Tchendji qui a remporté le scrutin. En Libye, après le gouvernement de l'Ouest, c'est désormais le gouvernement de l'Est non reconnu par la communauté internationale qui a remis officiellement le pouvoir au gouvernement d'union nationale du Premier ministre Abdelhamid Dbeibah. La cérémonie de passation de pouvoir a eu lieu ce mardi 23 mars à Benghazi. Le nouvel exécutif est censé mettre fin aux divisions à l'origine du chaos qui règne en Libye depuis la chute de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi. L'UNECA, la Commission économique pour l'Afrique, est réunie depuis ce lundi 22 mars en séance virtuelle. Une 53e session placée sous le thème « Industrialisation et diversification durable de l'Afrique à l'ère du numérique dans le contexte du Covid-19 ». Plusieurs axes de travail ont été retenus et notamment la transformation digitale. Marie Falantolo. La 53e session de la Commission économique pour l'Afrique s'est ouverte le 22 mars 2021 en mode virtuel et présentiel. Regroupant de nombreux ministres de finances africains, cette rencontre s'est apaisantie sur les possibilités et stratégies à employer pour quitter d'un mode de résilience des pays africains face au Covid-19 à un véritable accroissement de leur économie. L'industrialisation et la diversification durable de l'Afrique à l'ère du numérique dans le contexte du Covid-19, c'est en effet le thème qui structure ces travaux de la Commission. Chaque pays africain, bien que les circonstances ne soient pas les mêmes, doit dans ce combat avoir au moins 3 points cruciaux à l'ordre du jour. En premier, la transformation digitale. En second, l'économie intelligente face au climat. Et en dernier, un cadre institutionnel pour sa mise en œuvre. D'après des rapports de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, la pandémie à coronavirus a eu des répercussions importantes sur l'économie de l'Afrique. Elle a provoqué pour la première fois en plus de 20 ans une contraction de son produit intérieur brut d'environ 2 à 5,4% en 2020. Comme solution durable, les États préconisent la création d'un système économique durable en adéquation avec la zone de libre-échange afin d'en tirer le maximum profit. La conséquence immédiate de la pandémie a été le besoin urgent d'augmenter les dépenses gouvernementales pour arrêter la propagation de la COVID-19 et appuyer les entreprises et les ménages affectés par la pandémie. Les pays riches ont déployé leurs ressources financières comme stimulants. Les pays pauvres n'ayant pas suffisamment de moyens n'ont pas pu entreprendre des dépenses nécessaires pour contrôler la COVID-19. Par conséquent, un financement important est nécessaire pour la gestion de la COVID-19 ainsi que pour la reprise économique des pays africains. L'accroissement de l'économie des pays africains dans un contexte de crise sanitaire passera par la digitalisation et leur financement. Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre éthiopien a rappelé qu'il est temps pour les économies africaines de profiter des possibilités innovantes créées au travers de la crise sanitaire pour émerger véritablement. La fibre optique à Kinshasa et dans plusieurs autres grandes villes de la République démocratique du Congo, c'est désormais une réalité. Liquid Intelligent Technologies a annoncé le déploiement de son réseau de fibre optique dans l'ouest du pays. 2500 km de lignes pour assurer une meilleure connectivité. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. La République démocratique du Congo figure parmi les pays les moins connectés du monde. Une situation qui s'explique en grande partie par la faible qualité de la fibre optique qui, évidemment, ne répond pas aux exigences du marché. Le 16 mars dernier, Liquid Intelligent Technologies a déployé son réseau en fibre optique terrestre pour une connexion haut débit One Africa. Liquid Intelligent Technologies a un rôle important à jouer pour combler le fossé numérique, tant en RDC que dans le reste de l'Afrique, où l'on dénombre 21 des 25 pays les moins connectés du monde.
Et parmi la population actuellement connectée, la majorité passe par la téléphonie mobile pour accéder à Internet. D'où la nécessité d'offrir à ces sociétés une infrastructure fiable et de grande capacité pour acheminer leur flux de données. Une nouvelle infrastructure étendue en fibre optique construite permettra à l'économie locale de sortir de l'ombre et d'embrasser la transformation numérique qui envahit le reste du continent. La société congolaise des postes et télécommunications, qui jouissait du monopole de ces marchés, est tout simplement dépourvue de moyens. Une contrainte qui ouvre les portes au privé. Il faut le dire, on n'a pas honte de le dire aujourd'hui, qu'il y a énormément de difficultés. Qu'on attend de la SCPT ad vitam aeternam jusqu'à ce qu'elle fera les 50 000 km, où il fallait être plutôt réaliste et voir comment avancer. Je crois qu'à l'époque, le choix était du réalisme. Mais bon, en fait, un réalisme contrôlé, je dois le dire, parce qu'il faut souligner ici que les backbones ne se construisent pas en désordre. Avec la fibre optique terrestre déployée par Liquid Intelligent Technologies, la République démocratique du Congo est désormais reliée à partir de Mwanda, une ville située sur la côte atlantique ouest du pays, à des villes aussi éloignées que le Cap en Afrique du Sud ou encore Dar es Salaam en Tanzanie. Un réseau de fibres optiques de qualité est un atout incontournable à l'économie du pays, estiment les analystes. L'usine chinoise Golden Leads est-elle en train de polluer les eaux autour de Gonjour en Gambie? C'est en tout cas les accusations portées par la population de ce village, mais également par l'ONG Greenpeace. Le gouvernement est appelé à arrêter les activités de cette société de transformation de poissons. Samantha Saberou-Sabouanga. L'ONG Greenpeace demande au gouvernement gambien de mettre fin aux activités de l'usine chinoise Golden Leads de transformation de poissons. Selon Greenpeace, cette usine menace les activités horticoles des agricultrices de Gonjour, ville côtière du sud-ouest de la Gambie. Cette décision de l'ONG intervient après que l'entreprise chinoise ait décidé d'agrandir son usine en conquérant les terres des maraîchères. L'expansion de l'usine chinoise fait craindre à l'ONG Greenpeace, à mon avis, deux choses. La première, c'est que l'agrandissement d'une telle usine nécessite non seulement d'avoir plus d'espace de terre, mais surtout d'avoir beaucoup plus de matières premières, et ici en l'occurrence les poissons. Et deuxièmement, la probabilité d'une pratique de pêche illégale qui va entraîner une baisse de ressources halieutiques. D'après Greenpeace Afrique, l'expansion de Golden Leads affecte directement les activités d'une trentaine de femmes dont le maraîchage est la seule source de revenus. De plus, les populations vivant aux alentours de l'usine sont également exposées à une pollution atmosphérique constante depuis 6 ans. Dans les pays où les lois et règlements existent et sont bien appliqués, la responsabilité de l'État peut être fortement engagée, puisque avant que l'industriel ne puisse exploiter, il est obligé de produire une étude d'impact environnemental et social qui, à la fin de la procédure, doit conduire les pouvoirs publics à délivrer ou non un arrêté d'autorisation d'exploiter. Rappelons que depuis son implantation à Gonjour, les communautés de cette ville se plaignent entre autres des maladies de la peau, des yeux, des opérations de pêche illégales ainsi que de la destruction d'une partie de l'écosystème aquatique. Si les accusations sont prises en compte par le gouvernement, les petits agriculteurs pourront garder leurs terres et les pêcheurs artisanaux pratiquer leur activité sans craindre certains chalutiers chinois. Du sport à présent, les joueurs africains ne seront pas libérés pour les matchs internationaux. Ils ont été interdits par la Ligue de football professionnel français de rejoindre leur sélection. D'autres pays européens ont aussi appliqué cette règle. José Douglas. Plusieurs joueurs africains convoqués pour des matchs en dehors de la zone européenne avec leur sélection nationale durant la trêve internationale ne seront pas libérés et selon les règles du gouvernement français, les clubs de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT ont décidé à l'unanimité d'appliquer la circulaire FIFA du 5 février 2021 tenant compte des nombreuses restrictions de déplacement dans le monde. C'est une joie pour les joueurs sélectionnés, qu'ils soient africains ou d'Amérique du Sud comme on a, de répondre à leur sélection et représenter leur pays. Donc, je pense que c'est important qu'ils y aillent, qu'ils représentent leur pays dignement.
Privés de leurs internationaux, alors que l'avant-dernière manche décisive pour la qualification à la CAN au Cameroun débute ce mercredi 24 mars sur notre continent, certaines sélections sont fortement pénalisées. Je ne comprends pas. Les Français peuvent y aller, pas les Africains. Ce sont pourtant les premiers à aller chercher des joueurs en Afrique, mais les lâcher, c'est plus compliqué. Ils veulent avoir leurs joueurs à disposition pour préparer leur match, surtout qu'on rentre dans la période clé de la saison. On n'a pas fait pression sur eux, mais on demande qu'on respecte les sélections. En France, l'UNFP, Union nationale des footballeurs professionnels, nous a adressé un communiqué où elle interpelle les responsables politiques et écrit, je cite, « L'UNFP partage la légitime incompréhension des footballeurs internationaux, autres que français, de nos différents championnats, appelés à disputer des rencontres hors de l'UE, l'Union européenne, comprend leur détresse, partage leur colère. Certains spécialistes du football français expriment un sentiment d'injustice et pensent qu'il y a un règlement différent pour les sélections françaises et les autres. Des dérogations pour elles et pas pour les autres. Enfin, et le plus virulent dans son discours, Evaïd Alilozic, le sélectionneur du Maroc, il dit « Je suis assez dubitatif sur cette circulaire. Pourquoi fait-on une différence entre les footballeurs africains et les footballeurs européens ? Quant aux joueurs sud-américains, les matchs de qualification du prochain mondial ont été reportés. Notons qu'ils sont très nombreux à évoluer en Europe. Et sachez que le gouvernement français a finalement accordé une dérogation aux joueurs hors Union européenne pour qu'ils puissent rejoindre leur sélection sur le continent. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.